merci d'être présent pour cette deuxième journée du PDSF. Merci beaucoup. Donc on va avoir dans cet amphi tout au long de la journée des prises de parole qui seront sûrement exceptionnelles, puisqu'on va avoir de très hautes autorités des armées françaises, des représentants d'institutions publiques et de la société civile qui viendront nous donner leur vision de cette Europe à la croisée des chemins, qui est donc le thème de cette année. Alors avec eux, on reviendra sur les grands enjeux qui guident nos réflexions depuis hier, c'est-à-dire repenser les architectures et les coopérations de défense et de sécurité, comprendre les nouveaux enjeux régionaux et géopolitiques, et puis évidemment anticiper les besoins capacitaires et imaginer les outils de demain. À la fin de l'intervention ou des interventions, vous aurez la possibilité de poser quelques questions. Je vous demanderai juste de vous présenter et de bien parler dans le micro parce que tout est filmé et enregistré. Donc voilà. Donc si l'Europe est à la croisée des chemins, eh bien comment imaginer le jour d'après ? OTAN, guerre en Ukraine, mer Rouge, incident en mer Baltique. À l'heure de la compétition entre grandes puissances, eh bien, certaines alliances sont précieuses pour muscler la défense européenne. Et sur ce point, l'alliance historique de Weimar pourrait jouer un rôle important. Malgré leurs divergences, la France, l'Allemagne et la Pologne donnent aujourd'hui un nouvel élan à leur coopération. Quelles conséquences pour nos industries, pour nos armées et les concepts de stratégie européenne d'autonomie et de souveraineté ? Eh bien, pour aborder toutes ces questions, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Arthur Königsberg, je suis le président fondateur d'Eurocréative, qui est un think tank français sur l'Europe centrale et orientale, ayant pour but de rapprocher la France des pays de la région. Lorsqu'on fait un panel sur Weimar, en principe, on essaye d'avoir un Français, un Allemand ou une Allemande, un Polonais ou une Polonaise. On a dérogé à la règle. Aujourd'hui, on aura quatre Français. Mais ce qui compte pour nous, et une franco-allemande, mais ce qui compte pour nous, parce qu'on a tous fait des tables rondes sur Weimar, où on essaye absolument d'avoir un Français, un Polonais, un Allemand, c'était d'avoir surtout de la qualité. C'était d'avoir une expertise. Donc nos intervenants aujourd'hui ne s'exprimeront pas en tant que Français, mais en tant que leur expertise sur ce sujet, c'est ce qui est le plus important pour nous. Et nous avons une table ronde de grande qualité, avec monsieur Arnaud Danjean, ancien eurodéputé, ancien conseiller spécial du Premier ministre Michel Barnier, et aujourd'hui également conseiller spécial d'Eurocréative, monsieur Elie Tenenbaum, directeur du Centre pour les études de sécurité de l'IFRI, madame Sabine Tillet, députée, vice-présidente de la commission des forces armées et présidente du groupe d'amitié France-Allemagne, et monsieur André Pietri, qui arrive et que je salue, président de la Joint European Disruptive Initiative. Et je crois qu'effectivement, à l'heure où on appelle un retour de la force en Europe, c'est bien d'avoir un Jedi à cette table. On a beaucoup dit que la guerre d'Ukraine avait relancé le format Weimar. On a beaucoup dit que le retour au pouvoir de Donald Tusk en Pologne facilitait la relance d'un format Weimar. On dit beaucoup aujourd'hui que l'arrivée prochaine au pouvoir de Friedrich Merz après sa victoire aux dernières législatives allait favoriser le renforcement du triangle de Weimar. Aujourd'hui, nous allons essayer de rentrer en profondeur dans ce que le format Weimar peut véritablement apporter au réveil stratégique européen et s'il est vraiment le format le plus utile pour ce réveil stratégique. Ma première question est donc pour M. Danjean. Est-ce que ce format est le bon format politique pour ce réveil stratégique européen ? Est-ce qu'il est suffisamment inclusif ? Et est-ce qu'il y a une logique aujourd'hui à travailler à trois sur les sujets stratégiques européens et plutôt que dans des formats beaucoup plus inclusifs ? Bonjour à tous et à tous, merci et merci de rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais aussi rentrer directement dans le vif du sujet en étant peut-être un peu à contre-courant de choses que j'ai défendues pendant des années. J'ai toujours été partisan, pour ma part, du triangle de Weimar d'abord, et j'avais lancé conjointement avec des collègues polonais et allemands beaucoup d'initiatives au Parlement européen pour qu'on puisse fonctionner dans ce format-là, auquel je crois beaucoup. Et l'autre chose à laquelle j'ai toujours beaucoup cru, c'est la modularité.
les formats ad hoc au sein de ce conglomérat de 27. Et pourtant, j'ai envie de commencer en vous disant que le moment que nous vivons aujourd'hui nous amène sans doute à rechercher effectivement beaucoup plus d'inclusivité. On doit faire front en européen à une situation totalement inédite et on peut se passer de personne. Donc il faut faire très attention à la façon dont on va manier les formats ad hoc. Je vous donne un exemple sans provocation, mais qui m'a un peu frappé, choqué. C'est le petit sommet de Paris qui a été organisé le 16 ou le 17 février, dans la foulée des déclarations des responsables américains la semaine précédente, et où on parle Ukraine-Russie, et on convie un format ad hoc un peu particulier, qui laisse beaucoup de gens sur la touche très frustrés. Je pense par exemple qu'on ne peut pas parler Russie et Ukraine sérieusement sans mettre autour de la table les gens qui ont la plus grande frontière terrestre avec la Russie, c'est-à-dire les Finlandais, et les gens qui ont la plus grande frontière terrestre avec l'Ukraine, c'est-à-dire les Roumains. C'est un exemple parmi d'autres, mais on voit foisonner aujourd'hui beaucoup d'initiatives et il faut faire attention parce que le moment est sérieux et donc plus on dit que le moment est sérieux, voire existentiel pour les Européens, plus il est dangereux de se priver de certains Européens ou de donner l'impression de négliger certains Européens. Donc de ce point de vue-là, il y a quand même un besoin politique d'affichage le plus inclusif possible. J'ajoute que les susceptibilités politiques en Europe sont extrêmement fortes et que ces questions-là sont aussi aujourd'hui des débats de politique intérieure, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et donc, bon, on a tous l'exemple polonais en tête, évidemment. La relation germano-polonaise, elle est compliquée. Elle est très compliquée. Donc là, on peut penser qu'il y a une forme d'alignement de planète avec, effectivement, Tusk, Merz qui arrive. Mais ça reste quelque chose de fragile et à construire et à reconstruire. Donc, si j'avais en une formule, je pense qu'il y avait un vrai moment Weimar qui était sans doute le 22 février, le 24 février 2022, où là il y avait vraiment un sens profond à prendre des initiatives Weimar. Les circonstances politiques intérieures très largement de chacun des pays n'a pas forcément permis d'aller au-delà d'un certain affichage minimal. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément un moment Weimar en tant que tel. Cela étant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je continue de croire à ce format. Je pense qu'il peut avoir beaucoup d'intérêt. Il faut simplement qu'on identifie bien ce sur quoi on veut le valoriser, ce sur quoi des initiatives peuvent être prises, et des initiatives qui ne viennent pas contrarier ou frustrer d'autres partenaires importants. Aujourd'hui, il me semble par exemple compliqué, malgré tout, de travailler dans des formats dans lesquels vous ne mettez pas l'Italie, par exemple. Donc, on tombe tout de suite sur du Weimar plus que du Weimar stricto sensu. Mais encore une fois, et derrière, finalement, on en reparlera, le triangle de Weimar, aujourd'hui, sa relance, sa montée en puissance, enfin, quel que soit le terme qu'on emploie, c'est lié à une chose qui est la remontée en puissance polonaise. C'est ça le facteur nouveau qu'il nous faut prendre en compte. Alors que ce soit sur un mode strictement bilatéral, franco-polonais, et pour lequel j'espère qu'on va effectivement concrétiser tout ce qu'il y a dans les tuyaux, que ce soit en multilatéral ou en multibilatéral, le fait important, c'est la montée en puissance polonaise. Et c'est ça qui doit être inscrit dans les politiques qu'on va développer. Merci beaucoup. Dans la continuité de cette réponse, Monsieur Tenenbaum, est-ce que le format Weimar est le bon format pour construire un pilier européen de l'OTAN ou ce qu'on appelle en France l'Europe, ce qu'on appelle aussi en France l'Europe de la défense? Est-ce qu'il y a une possibilité des convergences des cultures stratégiques des trois pays à un moment où la relation transatlantique est bouleversée et où les trois pays n'ont pas forcément le même regard sur les réponses à apporter sur ces bouleversements?
Merci Arthur pour cette invitation, cette table ronde et effectivement l'importance de donner, et je regrette qu'on soit malgré tout entre français ou franco-allemand uniquement sur cette table. C'est important d'entendre et d'écouter les voix de nos alliés les plus proches et des partenaires, mais on le fait, on voyage tous beaucoup ici et je pense que ça enrichit les perspectives. Cette question des formats, bon, c'est un peu ce qui fait vivre une partie des chancelleries diplomatiques, de dire est-ce que le bon format c'est à 3, est-ce que c'est à 5, est-ce que c'est du bilat. Bon, il est clair que les relations internationales, le pion de base, ce sont les relations bilatérales, d'abord. Donc ce sont des couples de pays qui se parlent, qui s'entendent et qui s'agglomèrent. Et on a un certain nombre de paires bilatérales ici qui ont chacune une histoire longue. On est en Europe, compliquée, avec des affinités, avec des divergences. Et ensuite, les formats dits minilatéraux, ils sont justement là pour équilibrer des tensions ou des insuffisances qu'on rencontre sur le bilatéral. Le réflexe initial, c'est le bilatéral. Et quand on est sur un format trilatéral, en général, c'est précisément parce qu'on a un troisième qui vient équilibrer des choses. Pour autant, je suis totalement dans la ligne de ce que dit Arnaud Danjean, c'est-à-dire que les couples bilatéraux, que ce soit le franco-allemand, le germano-polonais, le franco-britannique, le franco-polonais dont on parlera, etc., ce sont, à mon sens, des moteurs, des formes qui offrent une forme de leadership pour ensuite s'élargir à une catégorie qui est celle des grands pays qui ont un effet d'entraînement, et ensuite de pouvoir vraiment s'ouvrir à des plus petits pays en termes de capacité militaire, mais qui ont une importance, une légitimité, un poids, une expertise qui va véritablement donner la cohérence à l'ensemble. Donc Weimar, c'est une étape sur un chemin plus large, on est tous d'accord, personne ne dit que ça doit commencer avec Weimar et finir avec Weimar. Ce format trilatéral, il doit s'insérer, il est lui-même le produit de modèles bilatéraux et s'insérer sur du E5. Je pense que c'est très clair que Londres et Rome doivent être vite insérés et que si on a un format E5 qui gagne en puissance, l'effet d'entraînement en Europe, il est massif et presque inarrêtable, là où, au contraire, si vous êtes sur un bilatéral qui se fait contrer par un autre bilatéral ou même un trilatéral, bon, ça peut être compliqué. Donc le but, c'est quand même d'arriver à une forme de convergence E5. Et ensuite, vous avez d'autres formats qui émergent de manière très, très claire. NB8, Nordique-Baltique, aujourd'hui forme une vraie cohérence sur les questions de sécurité en Europe. Il y a des formats sur le sud-est européen, je pense, autour de la mer Noire qui sont très intéressants, etc. Ensuite, sur les coopérations militaires et les questions de culture stratégique que vous me posez. Il y a toujours un méchage, une interconnexion importante à regarder entre ce qu'on peut faire en termes de culture et de coopération opérationnelle et ce qui va se faire sur le plan capacitaire. Les pays qui sont les plus allants, qui ont le plus à proposer dans un champ, ne sont pas forcément ceux qui ont le plus dans un autre, et c'est pour ça qu'un format comme Weimar permet d'équilibrer, de marcher sur deux jambes. C'était un peu l'idée des Framework Nation Concept que l'Allemagne avait poussé à une époque, en disant il y a de la coopération opérationnelle, des structures de commandement, des choses qu'on peut faire ensemble, et puis il y a de la coopération capacitaire, des projets au long cours, dans l'armement, dans l'industrie.
Je pense que ça, c'est aussi deux angles sur lesquels il faut réfléchir et être pragmatique et voir ce qui peut avancer en termes de coopération. Ensuite, l'équilibre du triangle et la complémentarité qui, moi, me frappe. Vous me posez la question de culture stratégique. D'abord, on a la Pologne. On a un changement de statut frappant de la Pologne en l'espace de 10 ans qui... est sortie d'un rôle, d'une image traditionnelle qu'elle-même s'était donnée d'ailleurs de petit pays à l'histoire tragique au statut de grande puissance militaire en Europe. Ça s'est fait pas naturellement, ça s'est fait au prix d'efforts budgétaire considérable, d'un investissement dans les infrastructures, dans les structures de force, et aujourd'hui la Pologne force le respect parce qu'elle est ce à quoi elle est parvenue sur le plan militaire. C'est pas terminé, on a une montée en puissance qui continue avec un carnet de commandes plein, avec des innovations sur les processus d'acquisition. C'est les premiers finalement à s'être tournés massivement vers un fournisseur coréen, annonçant peut-être des formes de partenariat stratégique entre l'Europe et l'Asie du Nord-Est, qui sont peut-être l'une des clés des partenariats de demain. Donc il y a beaucoup de choses. Ça lui donne une crédibilité et une place centrale qui fait que ça suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup de pays et d'acteurs du privé qui disent nous on a envie de travailler avec les Polonais, et je pense que ça lui donne une centralité nouvelle. Il y a cette crédibilité, légitimité, j'ai envie de dire, militaro-budgétaire, avec une économie d'ailleurs polonaise qui est beaucoup plus robuste et beaucoup plus dynamique que d'autres dans la zone euro. Une légitimité historique et géographique, parce que c'est un pays du flanc, un pays de frontline state, on dit en anglais, donc avec cette frontière avec la Russie, avec l'enclave de Kaliningrad, avec la Biélorussie, avec un engagement historique aux côtés de l'Ukraine, qui fait, avec un accueil massif des réfugiés ukrainiens, tout ça lui donne une légitimité politique dont les deux autres membres du triangle, je pense, ont besoin. On a besoin de la Pologne, parce que quand on parle d'une même voix avec la Pologne, il y a cette légitimité qui irradie, et il y a, je pense, aujourd'hui, dans le contexte transatlantique actuel, dont je pense on va parler bientôt, aussi une carte polonaise qui est très différente. On a bien vu dans la séquence Bruxelles-Munich et la visite de Pete Hegseth à Varsovie une carte, on va dire, américano-polonaise qui peut être intéressante à jouer dans le contexte. L'Allemagne est un profil évidemment très, très différent. Centralité beaucoup plus ancienne en Europe, centralité géographique, puissance économique beaucoup plus établie, et un rôle de hub. Moi, sur ce qui nous a frappé quand on a travaillé sur la politique de défense allemande à l'IFRI, c'est ce rôle d'intégrateur au sein de l'OTAN, qu'elle joue à différents niveaux, cette capacité finalement à offrir des structures sur lesquelles d'autres plus petits pays peuvent se pluguer. Il faut regarder ce que les Allemands ont fait avec les Pays-Bas, nation invitée aujourd'hui au PDSF, avec l'intégration de leur armée de terre néerlandaise dans les divisions allemandes, avec ce concept de nation cadre, etc. Enfin, et ça, je pense que l'Allemagne a cet investissement dans les structures de force, dans les structures de commandement, et cet effet d'entraînement, on va dire, avec une capacité à jouer le multilatéral comme aucun autre pays en Europe, qui est essentiel et qui permet d'activer. Enfin, la France a évidemment toute sa singularité stratégique, puissance nucléaire, puissance militaire d'emploi, avec une armée d'emploi, une expérience opérationnelle sans commune mesure avec
les deux autres pays, 30 ans d'opérations de guerre à travers le monde, et une logique de projection qui est bienvenue compte tenu de la situation géographique. La France n'est pas un pays du flanc, mais justement a cette capacité à se projeter, et je pense qu'on l'a vu au moment de l'activation de la NRF en 2022, quand en 72 heures vous aviez le Spearhead Battalion de la NATO Reaction Force qui a été projeté en Roumanie. Ça a démontré quelque chose. Un couple franco-allemand avec beaucoup d'ancienneté et beaucoup d'éléments de friction sur le plan capacitaire, sur le plan opérationnel. Faire rentrer la Pologne dans ce triangle a toutes les raisons de redynamiser. Pour la France, c'est une manière de forcer l'Allemagne à être peut-être plus pragmatique sur certaines réalités militaires et opérationnelles. Pour la France, c'est peut-être se forcer à changer un petit peu cette culture un peu indépendante, à faire les choses seule, et pour la Pologne, montrer que ce statut de grande puissance militaire qu'elle a acquis peut déboucher sur un effet d'entraînement, parce que pour l'instant, elle a du mal à faire. Donc voilà, un Weimar, à mon avis, complémentaire, qui crée de la complémentarité. C'est sa force. Je suis d'accord, encore une fois, avec Arnaud, il y a d'autres formats, il y a d'autres urgences à créer. Depuis 3 ans, l'épreuve de force du format qui marchera, c'est celui qui est le plus utile à l'Ukraine, et je pense que c'est le test de Weimar qui est encore en suspens, jury still out, comme on dit en anglais, et à mon avis c'est ce vers quoi il faut s'orienter, et quand on fait du Weimar, c'est ce à quoi il faut penser. Merci beaucoup. Parliez de la capacité de la France à se projeter. Il y a effectivement le domaine militaire, mais il y a aussi peut-être le domaine des idées. Et depuis 2017, la France parlait beaucoup d'autonomie stratégique européenne, mais on sentait que les partenaires européens ne comprenaient pas les positions de la France, ou alors comprenaient bien ce que la France voulait faire, mais n'étaient pas forcément d'accord avec cette analyse. Ce qui a manqué certainement à la France depuis 2017, c'est une force d'influence. Notamment aussi avec la diplomatie interparlementaire en France, qui n'est pas suffisamment utilisée, parce qu'on a du mal à comprendre en France que les parlements ou les parlementaires des autres pays ont une vraie incidence sur les choix stratégiques des autres pays, notamment l'Allemagne et la Pologne en sont des bons exemples. Donc, est-ce que le format Weimar, au-delà d'être un format utilisé pour le pouvoir exécutif, peut être un bon format aussi au niveau interparlementaire et corriger certaines lacunes de l'influence française en Europe? Merci beaucoup pour l'invitation, et surtout merci beaucoup aussi d'évoquer l'échelon parlementaire, parce que moi je suis convaincue que la diplomatie parlementaire a son rôle à jouer, et il ne faut pas oublier, quand on repense aux origines du triangle de Weimar, c'est tout d'abord un format souple. Et je crois qu'aujourd'hui, particulièrement en temps de crise, on a besoin de différentes formats, aussi des formats souples dans lesquels on peut échanger beaucoup plus facilement. D'ailleurs, c'est très peu connu, en fait, dans l'Union européenne, on se réunit très très régulièrement aussi en format parlements nationaux. Donc, vous savez, chaque Parlement national a une commission des affaires européennes, hormis Chypre, Malte et le Luxembourg, où les affaires européennes sont portées par les affaires étrangères, et on se réunit en format délégation ou en format présidence 4 fois par an, c'est-à-dire 2 fois à chaque fois dans le pays qui a la présidence de l'Union, du Conseil de l'Union, et on échange autour de beaucoup de sujets à ce niveau-là. Donc c'est important aussi. Je suis tout à fait d'accord aussi avec ce qu'ont dit Arnaud Donjon et Elie Tenenbaum. Bien sûr, on ne peut pas focaliser simplement sur un seul format. Aujourd'hui, on a besoin
tous les formats, que ce soit du bilatéral, du multilatéral, de l'échelon européen et évidemment de l'OTAN. Tout ça, quelque part, doit s'articuler. Mais pour que ça s'articule, on a besoin aussi de se comprendre mutuellement. Je suis bien là placée pour le savoir en tant que franco-allemande. Ce n'est pas toujours facile être franco-allemande et députée française. C'est un petit peu une particularité. Je crois que je suis assez la seule dans cette situation dans notre Parlement d'être un produit d'appellation d'origine contrôlée, comme je l'ai dit des fois, parfois, c'est-à-dire vraiment avec des parents allemands nés en Allemagne et étant arrivés il y a 42 ans en France. Donc c'est un peu particulier et là le triangle de Weimar pour moi a de l'importance, je dirais presque personnelle. En tant qu'Allemande d'origine, deux États avec lesquels l'Allemagne a eu quand même des relations plus que compliquées. Et aujourd'hui, on est quand même dans une phase où on travaille ensemble, on discute, on essaye de trouver des solutions. J'ai été présidente de la Commission des Affaires européennes de 2017 à 2022 et au niveau parlementaire, à l'époque, on a déjà cherché aussi de réveiller ce triangle de Weimar qui s'était un peu endormi aussi pour garder le lien et pour comprendre un petit peu aussi l'attitude, l'histoire, la culture, la structure aussi étatique des uns et des autres. Parce que quand on pense aussi à la défense, enfin en France, c'est le chef d'État qui est le chef des armées. En Allemagne, on a plutôt une Parlamentsarmee, comme on dit, donc il faut l'accord du Parlement, même si ce n'est pas inscrit dans la Constitution, mais c'est une tradition. Et je crois qu'en Pologne, c'est partagé entre le président et le chef du gouvernement. Donc déjà, les échelons décisionnels sont souvent différents. Il faut les connaître pour pouvoir quand même aussi trouver des solutions. Et ce que je trouve très intéressant aussi dans le triangle de Weimar, c'est que traditionnellement, la France a quand même plus regardé vers le sud et la Pologne a toujours, comme les pays baltes, attiré l'attention sur la menace russe, sur le flanc est, ce qu'on a quand même très peu pris en considération. Moi, j'étais extrêmement frappée en 2022 à la conférence de sécurité de Munich à laquelle j'ai assisté. Il y a eu un déjeuner ukrainien. Les Ukrainiens nous ont donné un boîtier pour répondre à deux questions. Croyez-vous, c'était 4 jours avant que la Russie envahisse, croyez-vous à ce que la Fédération de Russie va attaquer? Et ensuite, croyez-vous que l'Union européenne soit prête? Première question, 75% des gens ont dit non, ils ne vont pas attaquer. 4 jours avant. Et la majorité a dit aussi l'Union européenne ou l'Europe plus large n'est pas prête. Il n'y avait que les Américains qui ont dit si, ça va se faire. Ça marque, moi ça m'a laissé, j'avoue que en tant que parlementaire, je ne suis pas spécialiste militaire, ça m'a laissé quand même une impression, voilà. Et depuis, on assiste à une évolution quand même, tous les jours ça change. En réalité, tous les jours, notre regard change aussi sur les différents formats de coopération. Élie, vous avez dit quelque chose de très important aussi de dire, et Arnaud Danjean l'a dit aussi, la France a parfois un peu tendance à laisser effectivement les petits États membres de côté. La force de l'Allemagne de ce côté a toujours été de parler à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne et qu'on apprend aussi dans ce genre de format d'ailleurs. On a le format franco-allemand qui a été renforcé avec le traité d'Aix-la-Chapelle qui renforce un peu le traité de l'Élysée et on va signer aussi avec la Pologne ce qui s'appelle le traité de Nancy dans les mois à venir. Donc ces échanges sont très importants. Quand on pense à la défense, particulièrement la France a toujours, depuis le discours de Sorbonne, fait la promotion de la souveraineté européenne, de l'autonomie stratégique. Je me rappelle à l'époque, mes collègues me disaient, mais en fait, vous voulez dire quoi? Qu'est-ce que c'est que la souveraineté européenne? L'Union européenne, c'est une organisation supranationale. Pour nous, c'est un terme juridique. Vous ne pouvez pas parler de souveraineté puisque la souveraineté vient du peuple et il n'y a pas de peuple européen proprement dit, etc. C'était très compliqué. Le terme autonomie stratégique aussi, ça a été compliqué
compliqué. Et d'ailleurs, c'est encore un peu compliqué avec nos amis polonais. Peut-être ils ont changé, mais j'étais au mois de décembre à Varsovie, une réunion aussi à l'état-major, et on nous a dit, oui, l'autonomie stratégique, nous, on préfère parler de notre contribution à la défense européenne, mais pas de l'autonomie stratégique en tant que telle. Peut-être ça a changé maintenant, je ne sais pas. L'Allemagne et la Pologne étaient quand même vraiment le lien transatlantique était quand même bien plus fort, bien plus ouais, parfois peut-être même un peu exacerbé par rapport à la position française qui depuis De Gaulle dit allié mais non aligné, donc se préserver une forme d'indépendance, parce que ce qu'on cherche aujourd'hui aussi, il ne faut pas se leurrer, hein, l'indépendance ça va être difficile, mais on doit pouvoir réduire nos dépendances, hein. Tout ça c'est voilà, c'est pour ça que pour moi ces formats sont très importants, parce que là on est dans une forme de complémentarité, tout en ayant des visions quand même un tout petit peu différentes. Et ce que je trouve intéressant aussi, la Pologne aujourd'hui n'a pas peur du mot puissance. Parce qu'ils disent, oui, nous voulons être avoir l'armée la plus puissante dans les années à venir. Le triangle de Weimar, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est 190 millions d'habitants sur 450 millions dans l'Union européenne proprement dit. C'est 61%, en tout cas en 2023, de nos dépenses militaires. Donc ça représente quelque chose. Et il y a aussi, là, je sentis, il y a une vision un petit peu différente par rapport à la montée en gamme du capacitaire quand on parle d'une industrie de défense. La Pologne, elle a donné beaucoup de son matériel à l'Ukraine. Donc ils disent, on a un besoin, un peu comme les Allemands, d'acheter sur étagère quelque part. Il y a un besoin immédiat. L'Union européenne ne peut pas fournir tout de suite. Donc il y a aussi là une divergence de point de vue quand on pense à la stratégie européenne qui a été présentée par Ursula von der Leyen. Je ne parle pas des visums, je parle des DIP, où il y a un volet, je crois que c'est 35% d'acquisition commune au sein de l'Union européenne, où là la Pologne a dit oui, mais nous avons besoin immédiatement du matériel. Comment on fait si on ne peut pas se fournir dans l'Union européenne? Donc aussi ce lien maintenant avec la Corée du Sud. Enfin, tout ça, ça fait qu'il y a différentes dynamiques qui sont quand même en cours et qui nous permettent quand même j'ai envie de dire, aligner nos visions. Enfin, c'est ce que je sens en tant que parlementaire quand je suis en contact des autres. Je remets toujours un petit, je préfère de le dire, dans ce cadre. Actuellement, c'est la Pologne qui est la présidence du Conseil de l'Union européenne, et la sécurité et les relations avec l'OTAN sont tout en haut de l'agenda. Donc pour moi, un format vraiment important, mais en complémentarité avec d'autres formats qui puissent exister. Parfois, quand on dit en communication, il faut toujours plusieurs vecteurs pour que des messages passent. Et là, j'ai envie de dire, il faut toujours plusieurs vecteurs de coopération pour qu'on arrive à un ensemble cohérent. Simplement, on est dans un moment d'urgence assez extrême et où on a besoin de travailler sur le capacité à faire en sorte à ce qu'enfin on arrive peut-être à une industrie de défense moins fragmentée, parce que quand on regarde parfois des chiffres, c'est quand même effrayant. 20 modèles d'avions différents, 17 modèles d'hélicoptères, je ne sais plus combien de frégates, et en même temps on a une puissance financière, on l'a. On a 2,5 millions de soldats aussi sous les drapeaux si on prend l'Union européenne dans son ensemble. Donc on n'est pas sans rien. Simplement, j'ai presque envie d'être philosophique un peu. Le moment est venu de se dire, est-ce qu'on est vraiment une communauté de destin, ou est-ce qu'on va toujours se focaliser sur la concurrence entre nous? Merci. C'était très intéressant, Madame la députée, de parler aussi de l'alignement dans les idées et d'être revenu sur cette idée d'autonomie stratégique européenne, parce que aujourd'hui les Français crient beaucoup victoire en disant que depuis 2017, ils le disaient, que l'autonomie stratégique européenne était une nécessité pour l'Europe. Il faut quand même faire un peu d'histoire. Et sur cette
idée d'autonomie stratégique européenne, lorsque le président de la République la développe et la défend en Europe, il la défend à un moment où il prône le rapprochement stratégique avec la Fédération de Russie. Moins de dépendance vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis des États-Unis et une relation privilégiée vis-à-vis de la Fédération de Russie. Pour la moitié des pays d'Europe qui doivent leur protection aux États-Unis vis-à-vis de la menace russe, c'était une idée inacceptable. Donc on a fait beaucoup de chemin depuis 2017 et notamment depuis le 24 février 2022, mais il reste encore du chemin à faire sur cet alignement des idées, même si les relations transatlantiques sont bouleversées, mais la France a une position unique en Europe de par son héritage militaire depuis De Gaulle, mais que tous les pays européens n'ont pas du tout cette culture stratégique, ni la même vision que la France au niveau stratégique. Et pour dépasser ce sujet militaire, je voudrais vous interroger, M. Arnaud Pietri, sur est-ce que ce format Weimar peut être aussi utile sur des questions industrielles, énergétiques, économiques ou même sur des sujets liés à la connectivité européenne qui sont aussi des sujets importants de la souveraineté stratégique européenne. Est-ce que ce format est un bon format pour penser ces sujets ? Merci beaucoup Arthur, merci de l'invitation. Alors, il y a une partie de mon nom qui a disparu, qui est la partie qui prend la raison pour laquelle je suis sur cette table ronde. Alors peut-être pour mettre des petites cases, comme le disait Sabine, moi j'ai juste un arrière-grand-père qui vient de Haute-Silésie, ça doit être ça peut-être la composante polonaise. Ah, vous êtes notre caution polonaise. Oui, alors vraiment très très lointaine. Moi je trouve ce qui est intéressant dans ce débat sur Weimar, avant de rentrer précisément sur votre question, c'est qu'en fait, je crois qu'aujourd'hui, on se pose encore la question, et rassurez-vous, je ne vais pas vous faire ce qu'on voit trop souvent dans des débats, notamment dans notre pays, les débats sémantiques. Ils sont importants, mais il faut les faire de manière courte. Mais je crois qu'aujourd'hui, le fait qu'on s'interroge sur ces formats veut dire qu'on a quand même une vraie difficulté à dire qu'est-ce que c'est l'Europe. Et on le voit bien dans les derniers jours. Je veux dire, on a des formats européens avec le Royaume-Uni, la Norvège... on a des formats plus resserrés comme Weimar. Pour moi, ça sera un symbole, et vraiment, comme le disait Arnaud, le moment est sérieux et vraiment important. Est-ce qu'on reste dans l'Europe process, c'est-à-dire ces formats sont quelque chose intellectuellement très excitant, ou alors est-ce qu'on est dans l'Europe impact et en fait chacun de ces formats, c'est peut-être ça l'essentiel de mon propos, peut avoir une fonction très précise en termes de en quoi ce groupe projet, alors ça va être mon seul lien avec peut-être le monde de l'entreprise, en quoi cette approche-là va permettre d'avoir des résultats différents qu'un format plus large ou plus long. L'autre chose que je ne peux pas m'empêcher de dire, et je veux juste rebondir sur ce que disait également Arnaud, sur la réunion juste après ce qui s'est passé dans le bureau ovale, on a, pour paraphraser un célèbre président, on a perdu une bonne occasion d'être inclusif. Pour ceux qui voient la référence à laquelle je fais, et c'est quand même incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, là, il faut à un moment qu'on apprenne, comme on dit, le rétex, il est là quand même. Une fois, c'est une erreur, deux fois, ça devient une faute. Donc, sur ce sujet de à quoi peut servir spécifiquement ce format Weimar, moi, je pense que, numéro un, et ça nous fait moyennement plaisir ici en France, la Pologne nous rappelle que pour être une puissance militaire, il faut d'abord être une puissance économique. Et le résultat, les performances économiques, en grande partie grâce à l'intégration européenne de la Pologne, sont spectaculaires. Je veux dire, on était à 5% de croissance en 2022, on attend 3,5% de croissance cette année, on a 55% de taux de dette sur PIB, ça fait envie. Et ce que je regrette immensément depuis 3 semaines, c'est que j'ai l'impression que le débat sur... la réforme de l'État, le budget, la puissance économique, on dirait qu'il est passé à l'as. Sauf que, chers amis responsables politiques, si on n'est pas une puissance économique, les espaces fiscaux de Mme van der Leyen, ils ne nous serviront à rien. En tout cas, pas aux Français. Voire, ça risque de créer un coin dans la relation notamment franco-allemande, puisque je crois que les 500 milliards que Merz vient d'annoncer, alors c'est pas du tout gagné que ça se fasse, risque d'être à la fois très bon pour l'Europe, mais à nouveau également, on le regarde, on le sent bien dans les discussions, un peu avec envie et même un peu avec inquiétude, en se disant, mon Dieu, on n'aimait pas une Allemagne trop petite, mais on n'aime pas non plus une Allemagne trop grande, et je le dis en tant qu'Allemand, donc
Voilà, donc première chose, un rappel que d'abord il faut une puissance économique. Ça, je pense que c'est ça l'utilité d'avoir les Polonais pas très loin de nous. La deuxième chose, c'est se dire les choses. C'est-à-dire le triangle de Weimar, ça a été, vous le savez tous, fait à l'origine pour la réconciliation, pour accélérer la réconcilisation germano-polonaise. Ça a été dit tout à l'heure, je ne vais pas le répéter, c'est loin d'être gagné. Je veux dire, la relation de méfiance, elle est mutuelle, elle est encore assez importante. C'est pour ça que ce moment est important, parce que peut-être qu'on pourrait dépasser ça, mais je crois que les Polonais peuvent, aussi dans une relation franco-allemande qui est juste quand même un gros échec depuis maintenant beaucoup d'années, pourraient permettre d'apporter un tout petit peu de pragmatisme, parce que je pense que vu leur histoire, notamment avec leurs voisins immédiats, ils n'hésitent pas à être relativement clairs et dire aux Allemands leur cas de vérité. La troisième chose, et qui me semble la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, tous ces 800 milliards, c'est parfait, mais aujourd'hui, on est dans un jeu d'exécution. Et les Allemands ne savent pas dépenser leurs 100 milliards de 2022, donc je ne sais pas comment ils vont dépenser leurs 500 milliards. Ils ont une DGA, l'équivalent de leur DGA, qui est une espèce de monstre bureaucratique que, d'après moi, je pense qu'il faudrait fermer et reconstruire. C'est un truc qui s'appelle le BAAINBV. Absolument. Enfin, je veux dire, si on pense qu'on a des organisations bureaucratiques, la palme. Et le pire, c'est que tout le monde le dit en Allemagne, personne n'ose le faire. Et les Polonais nous montrent qu'en 3 ans, ils arrivent à faire passer leurs dépenses militaires. Enfin, ils font un 2x2, voire x2,5. Ils viennent d'acheter, là, il y a 2 jours, passer un contrat de 6 milliards pour 180 tanks K2 en Corée. Donc c'est vraiment l'exécution. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. On a très vite besoin de soutenir l'Ukraine, et on a très vite besoin, nous, de changer notre modèle, et notamment d'économie de guerre. Et enfin d'économie de guerre au sens, comment est-ce qu'on utilise notre puissance industrielle pour notre effort. Donc je pense que cet aspect exécution pourrait être l'objet de Weimar, si on veut trouver un objet spécifique à ce genre de format. L'utiliser à ce profit, je pense, serait extrêmement intéressant. Je vais être plus court, parce que beaucoup de choses intéressantes ont déjà été dites, mais peut-être mon dernier point, il a été légèrement abordé tout à l'heure, notamment aussi par Elie, et en lien avec ce que je viens de dire avec les charges. Je pense qu'on doit faire très attention à ne pas, tout comme on a complètement oublié le climat. J'ai entendu que même en France, maintenant, ça y est, les pailles en plastique revenaient dans les écoles. C'est anecdotique, mais ça montre à quel point l'Europe et nos pays sont quand même terriblement tactiques, quoi. C'est-à-dire, on a quand même du mal. Il y a 3 mois, on était sur la compétitivité européenne, tout le monde ne parlait que du rapport Draghi. Le Green Deal, tout ça est oublié. On passe à autre chose. Et il ne faudrait pas que la Russie et la menace qu'elle fait peser sur nous, qui est réelle, nous fasse oublier tous les autres défis. Et là, je pense notamment à l'Asie, et je trouve que le lien que peut... Alors, nous, on est une puissance indo-pacifique, évidemment, nous, Français, mais je pense que la Corée et les liens que la Pologne a avec certains pays asiatiques peut être aussi assez intéressante. Et mélanger ça entre, on va dire, des relations très enfin, les liens bien connus de l'Allemagne avec des grands marchés export, et les marchés d'armement qu'a la Corée, et on va dire plus l'influence géopolitique, la présence maritime, notamment française. Tout ça est assez complémentaire pour avoir une bonne vision et être légitime, en tout cas à 3, de dire les affaires asiatiques sont aussi nos affaires à nous. Donc voilà, 1, rappel de la puissance économique, 2, se dire les choses, ce qu'on ne sait pas se dire en franco-allemand, et 3, la capacité d'exécution, et 4, peut-être l'ouverture sur les autres menaces, et surtout éviter d'être dans la dictature de la menace fondamentale, existentielle peut-être pour certains, mais qui n'est pas la seule dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que Arnaud Danjean veut réagir. Non, pas réagir, parce que je souscris totalement à ce qui vient d'être dit. Je voulais juste, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, 2 points de vigilance sur la façon dont ça peut fonctionner, Weimar, et 2 points de vigilance
un point de vigilance politique. Et notamment pour réagir au format interparlementaire qui a beaucoup de vertus, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais qui a aussi des vraies limites, assez nouvelles à vrai dire, qui sont que dans chacun de nos pays, la scène politique aujourd'hui est de plus en plus polarisée. Et polarisée en particulier sur des sujets qui jusqu'à présent faisaient un relatif consensus. Défense, affaires étrangères. Et aujourd'hui, ces enjeux-là, dans chacun de nos pays, Pologne, Allemagne, France, sont des objets de débats de politique intérieure et de débats extrêmement polarisés, où on a vraiment des positions extrêmes, pour ne pas dire extrémistes, qui s'expriment. Et on a bien vu que dans les freins possibles d'un moteur comme Weimar, il y a la situation politique intérieure de chacun des pays. Entre une coalition allemande totalement dysfonctionnelle, dont on va sortir, on peut l'espérer, le PiS polonais, qui était quand même un objet idéologique qui pèse très lourd dans la définition des relations internationales de la Pologne, c'est quelque chose, ce sont des freins, véritablement, et il va falloir rester très attentif à ça, parce que même si on pense qu'on a une forme d'alignement de planète en ce moment, avec des dirigeants dans chacun de ces pays pro-européens, qui ont plutôt une bonne alchimie personnelle, qui ont un certain nombre de liens et qui peuvent permettre d'avancer. Il ne faut jamais oublier non plus que non seulement il y a la polarisation sur la scène politique intérieure. Moi, j'ai vécu il n'y a pas très longtemps à Berlin un épisode assez intéressant où Donald Tusk s'est excusé à une réunion qu'il devait avoir avec Friedrich Merz parce qu'il ne veut pas trop s'afficher avec les dirigeants allemands avant la présidentielle polonaise. C'est ça aussi la réalité des relations entre ces pays-là. Et donc, on a en plus un prolongement européen à tout ça. Et avec des textes, ce qui est nouveau. Il y a 10 ans, on ne raisonnait pas comme ça. Aujourd'hui, les textes dont on parle sur l'exécution financière, notamment au niveau de la défense, ça va devoir être voté au Parlement européen. Au Parlement européen, chacun a des leviers d'action dans des groupes politiques qui sont aujourd'hui co-décisionnaires, ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, les batailles idéologiques, elles sont à l'intérieur de chacun des pays, avec des prolongements européens. Et donc, l'alignement parfait des planètes, Paris, Varsovie, Berlin, avec l'ensemble des forces politiques au pouvoir, c'est quelque chose, c'est une alchimie qui est très compliquée. Donc c'est un facteur de complexité supplémentaire. Ça ne veut pas dire que c'est indépassable et que ça ne peut pas marcher. Au contraire, je pense qu'on a plutôt, en ce moment, encore une fois, une dynamique plutôt favorable, mais qui reste fragile. Le deuxième point de vigilance, et ça rejoint ce qui a été dit sur l'autonomie stratégique, moi c'est une expression que j'ai employée depuis 15 ans tous les jours, qui me semble pertinente, mais dont je vois bien que ça ne marche pas. Enfin, elle n'est pas comprise par nos partenaires, donc il faut arrêter de les bassiner avec ça. Je vois bien qu'aujourd'hui, la tentation en France, elle est extrêmement forte de dire « cocorico, c'est nous qui avions raison ». D'abord, on n'avait pas raison surtout, parce que l'autonomie stratégique à la française, c'est pas exactement le scénario qu'on voit émerger aujourd'hui. Si tant est qu'on voit émerger un scénario, parce qu'il y a beaucoup de poussière, il va falloir attendre que tout ça retombe un peu, beaucoup de poussière déclaratoire aujourd'hui. Et les choses peuvent encore se cristalliser dans des sens très différents de ce que nous percevons aujourd'hui comme étant une forme de victoire conceptuelle française. Attention à ça. Attention à ce triomphalisme, parce que ça peut braquer nos partenaires. Et donc, ce triangle ne peut fonctionner aussi que si on va sur des sujets un peu originaux au sens de nouveaux, effectivement dans l'exécution, ça me paraît tout à fait fondamental. Si dans ce triangle, le dialogue à trois, c'est d'essayer d'amener les autres sur les positions de l'un des trois, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué et sur des sujets très concret et très opérationnel. Je reviens, désolé, ça reste un peu mon dada, même si je ne suis plus, mais les règlements européens, il va falloir les voter. On voit bien aujourd'hui tout le débat qu'il y a sur l'éligibilité des entreprises européennes ou extra-européennes aux différents programmes de financement européens. Nos positions avec la Pologne, elles sont quand même pas totalement alignées. Et on est là dans des sujets que nous caractériserions d'autonomie stratégique à la française. Bon, on est loin d'être alignés, on est loin d'être alignés avec nos amis allemands également. Quand on dit industrie européenne pour les Allemands, c'est de l'industrie qui produit en Allemagne, qui produit en Europe. Peu importe si c'est sous licence américaine ou autre. C'est pas du tout la conception que nous, on cherche à faire prévaloir. Donc on est encore très loin d'un alignement complet sur ces conceptions-là. Et penser que dans ce moment-là, nous, Français, parce qu'on avait eu raison, pour le coup, de mettre en avant les dépendances excessives aux États-Unis, ça reste valable, ça ne veut pas pour autant dire que tout le monde va basculer sur notre modèle d'autonomie stratégique. Loin de là. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. La caractéristique du moment, c'est le côté erratique
de ce qui va se passer aux États-Unis. Ceux qui commencent à dire ça y est, les États-Unis c'est fini, ils ont tourné le dos et tout. Non, regardez même ce qui se passe hier en Arabie Saoudite, ça remet des choses dans le jeu. Donc on va avoir du transactionnel bilatéral qui va se développer à foison. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer. Donc je pense qu'il faut garder son calme, il faut garder la tête froide, il faut bien identifier ce qui est du conjoncturel de ce qui va être du plus structurel, même si le structurel va changer, va bouger, et qu'il va falloir s'adapter à ce changement. Mais si on essaye d'amener les deux autres partenaires du triangle sur nos conceptions à nous, je pense que c'est une recette pour l'échec. Complètement aligné avec ce qui a été dit. Je crois qu'Elie voulait prendre la balle au rebond. Oui, absolument. Non, je pense que différents points là, de réaction. On devrait éviter ou s'empêcher d'avoir ce triomphalisme français sur on avait eu raison, on vous l'avait bien dit, etc. Et ça, je le sens monter à une vitesse affolante depuis la séquence de Munich. D'abord parce que, et je rejoins Arnaud, on n'a pas eu raison sur tout, et surtout, c'est pas comme si on avait été cohérent avec cette anticipation. C'est-à-dire que je pense honnêtement que les Français sont aujourd'hui mentalement et psychologiquement mieux équipés que d'autres pour faire face à cette espèce d'effondrement de l'ordre euro-atlantique qu'on avait construit avec les Américains depuis la fin de la guerre froide, voire depuis 80 ans. Donc il y a effectivement cette structure, voilà, cet héritage gaulien qui fait que on avait finalement intégré l'idée que les alliances sont variables, les données peuvent bouger et que rien n'est gravé dans le marbre. Et je pense que c'est ça qu'on avait en tête dans l'autonomie stratégique, mais c'est pas comme si derrière on avait fait les efforts que les Polonais ont fait. Voilà, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan militaire, qui permettent de dire aujourd'hui, bah vous inquiétez pas, on a une solution de remplacement. Donc je pense qu'on devrait effectivement se garder de dire on avait eu raison, parce que ça sert à rien d'avoir raison si on n'en a finalement rien fait pendant toutes ces années. Deuxième point où je rejoins ce qu'évoquait André Le Pietri. Je me dis le premier part du patronyme, c'est cette question d'Europe Impact. Effectivement, on peut parler des formats jusqu'à s'en rendre malade, qu'il faut en plus, en moins, etc. Vous n'avez pas invité Tartampion et c'est un problème parce que il manque un tel. Bon, aucun format n'est équilibré en tant que tel. L'UE à 27 en tant que telle est insuffisante, on le voit bien. Il nous manque la Norvège, il nous manque les Britanniques, etc. Il y a une réalité géographique de ce qu'est l'Europe. Au-delà de ça, la question c'est qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et là, je pense qu'il est temps, si on veut faire vivre Weimar, mais c'est pas faire vivre Weimar pour faire vivre Weimar. Si c'est un Weimar plus, si c'est une coalition de pays, et ben ça sera très bien. Il faut le faire. Regardons qu'est-ce qu'il y a sur la table dans le champ militaire. Un projet comme le projet ELSA sur les frappes à longue portée, ça c'est quelque chose sur lequel on a les pays de Weimar, on en a d'autres qui ont rejoint, la Suède, le Royaume-Uni. Je pense que c'est extrêmement important de l'avoir. Faisons quelque chose ensemble là-dessus, construisons. Quand on voit ce que les Polonais ont réussi à non seulement acheter, mais aussi à produire en important, en investissement en capital. Il y a 2 ans et demi, la Pologne a décidé de passer une commande massive à MBDA, société franco-britannique avec des éléments allemands et italiens. On n'est pas sur du Weimar, mais sur du Weimar plus. Une commande considérable de missiles de défense antiaérienne CAM-IR. C'est MBDA UK qui le faisait. Ils ont dit, mais avec cette commande-là, on veut une ligne de production propre en Pologne. En 2 ans, ils ont fait sortir de terre une usine de missiles de défense antiaérienne qui sont absolument cruciaux aujourd'hui si vous voulez commencer à essayer de
remplir un tout petit peu le gap qui pourrait être laissé par les États-Unis dans la pause. Alors maintenant, ils nous annoncent qu'ils ont repris l'aide militaire à l'Ukraine jusqu'à la prochaine pause. Bon, cette usine-là, les Polonais ont mis l'argent, ils ont investi en capital, ils ont donné la visibilité à l'industriel pour dire vous allez avoir des commandes pendant les 10 prochaines années, donc ça vaut le coup d'investir, de construire une usine, et cette usine, elle est là aujourd'hui. Donc on critique la Pologne pour faire des achats sur étagère. En attendant, la ligne de production d'Aster 30 en France, elle n'a pas bougé en 3 ans. En Pologne, on a une nouvelle usine qui est sortie de terre. Les K2, on a beaucoup brocardé les Polonais pour acheter coréens. Ok, mais qu'est-ce qu'il y avait comme option? Le Challenger, le Leclerc, l'Ariete, en France, les chars britanniques, allemands, français, italiens, il n'y a plus de ligne de production. Le Léopard 2, les Polonais en avaient acheté, mais ils se retrouvaient quand même dans une situation où les Allemands ont fait un atermoiement de plusieurs mois parce qu'ils leur interdisaient l'autorisation de l'envoyer à l'Ukraine. Donc on comprend que c'est pas forcément sur Léopard 2 qui se portait, et finalement les Coréens, ils leur proposaient de produire sur le territoire européen une large partie de ces chars de bataille. Donc est-ce que c'est demain une Europe qui n'a pas forcément systématiquement l'autorité de conception, mais qui au moins peut produire et maîtrise une partie de la chaîne de valeur sur son théâtre? Est-ce que sur certains segments stratégiques, on veut avoir toute l'autorité de conception, mais dans ce cas-là, il faut avancer, mettre l'argent sur la table, faire travailler les bureaux d'études rapidement, plutôt que de passer des années, comme on le fait en franco-allemand, à rediscuter les spécifications, les demandes, pour finalement repousser au calendrier grec trop de projets. C'est vrai que je pense c'est cette Europe de l'impact, de projets concrets et rapides, parce qu'on est aujourd'hui dans une forme d'urgence. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans la précipitation, mais ça veut dire qu'il faut se donner des délais plus courts que ces projets sans date limite imposée, et c'est comme ça qu'on se sortira de cette léthargie européenne quand même qu'on a tous vu à l'œuvre pendant des années, des décennies. Merci. Je crois que la parole d'André me revient par ricochet, après Arnaud, après Elie. Je voulais juste dire un point pour compléter le point d'Elie. Je rappelle, on se réfère toujours à De Gaulle, mais le programme civil nucléaire français, pour aller vite, on a utilisé des technologies américaines. Donc le fameux partir, ce que font les Polonais aujourd'hui, est empreint de beaucoup de pragmatisme et beaucoup d'impact. Et je pense que ça pourrait être quelque chose de très intéressant à infuser également grâce à ce format dans nos 2 autres pays. Pardon. Oui, non, mais moi je voulais juste rebondir aussi sur le fait, effectivement, il ne faut pas créer cocorico sur l'autonomie stratégique, comme ça a été dit, mais au moins ça a permis quand même la discussion, ça a permis de mettre en lumière certaines difficultés auxquelles on se heurte. En revanche, il faut davantage qu'on cherche la complémentarité, que ce soit en franco-allemand, en franco-polonais, en triangle de Weimar ou ailleurs. Je veux dire, il ne faut pas forcément vouloir convaincre toujours l'autre du bien fondé de sa pensée, mais de voir qu'est-ce qui est faisable, et c'est là que je te rejoins, et sur des projets assez concrets, et je crois que les Polonais sont quand même en train de s'organiser assez fortement, hein. Il y a quand même un regroupement de principales entreprises de l'armement qui regroupe 150 sociétés, 19 000 salariés, etc., où on a des projets très très concrets aussi avec la France. Je crois qu'il y a le programme Michnestik, je prononce mal le polonais, avec Thales Naval Group, sous des sous-marins, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument, effectivement, pousser pour montrer que il y a des coopérations possibles qui donnent des résultats, mais pas, comme ça a été dit, effectivement, forcément vouloir convaincre sur certains thèmes. Et peut-être aussi, il faut qu'on sorte aussi de la pensée en silo. Il y a certes la défense, mais aujourd'hui, on est quand même avec
surtout des nouvelles technologies, les cyber, l'IA à venir. On est quand même sur la crête entre le civil et militaire. Et c'est là aussi qu'il faut qu'on ait une réflexion bien plus large. Les problèmes énergétiques qui ont joué un grand rôle aussi dans le triangle de Weimar avant la grande crise sur la sécurité. Je crois qu'il faut, et Sébastien Lecornu l'a récemment dit aussi, il faut qu'on ait un grand débat politique chez nous en France, mais partout ailleurs aussi, pour savoir où est-ce qu'on met les fonds, quelles sont nos priorités, comment on protège nos collectivités territoriales des attaques, comment on protège nos entreprises, voilà, tout ça, ça ne peut pas être regardé en silo, mais doit être regardé ensemble. Merci Madame la députée.